Alors, entre-temps, depuis la dernière vidéo, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai d'abord réappris Pascal, Turbo Pascal. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais on verra ça plus tard, quand j'aurai quelque chose à apporter. J'ai vu sur YouTube énormément de tutoriels sur Turbo Pascal. C'est celui qu'on avait dans les années 80 et qui est maintenant gratuit, peut-être open source, je ne sais plus exactement. Il y a des tutoriels sur Lazarus, qui est la version libre de Delphi. Delphi, c'est comme le C++, c'est orienté objet. Il y a les blocs de programmation try, except, finally. Il y a tous les événements, donc on peut créer un ou plusieurs formulaires avec des zones de saisie, des boutons, des afficheurs, tout ce qu'on veut, avec les événements liés, appui de bouton, mouvement de souris, etc. C'est classique. Donc tout ça, ça marche avec Lazarus. Pascal est utilisable un peu partout parce qu'on a ncurses pour Pascal. On a les connecteurs MySQL et MariaDB pour Pascal. Pascal il vaut bien C, et avec l'avantage d'être beaucoup plus proche de l'humain. Je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas eu tout le succès de C, alors qu'il était mieux, plus accessible. Bref, les choses évoluent. Je sais, c'est développé à cause d'Unix, etc. Bon, on va pas refaire l'histoire. Je ferme la parenthèse Pascal. On en fera une peut-être lorsque je ferai du calcul avec. Alors Pascal aussi, de façon native, il a toutes les fonctions trigo et autres mathématiques avec des nombres réels. Ok. Donc je ferme cette parenthèse et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier de nouveau en attendant? Ça s'est fait un peu par hasard. J'ai entendu parler de RISC-V. C'est quoi ça, le RISC-V? Ça vaut le coup de l'étudier. Puis voir un peu ce qu'il y a dans le ventre et faire tourner un programme, toujours le même programme CPM. Paramétrer QEMU pour émuler RISC-V avec implémentation totale. Et puis mettre dessus un Linux pour RISC-V. Ça se fait tout seul, hein. Ça c'est server image, RISC-V 64 bits, V64, enfin 5V, c'est V, c'est 5, RISC-V 64 bits. C'est assez facile à faire. Alors ça veut dire quoi, RISC? Reduced Instruction Set Computer, autrement dit, il va manquer pas mal de choses par rapport au standard. Bon, je vais citer Intel, même si je l'aime pas et que je l'utilise pas. Je ferai jamais de vidéo dessus. IBM, ARM, tout ce qu'on veut. Il y a quand même pas mal de restrictions. Déjà au niveau des modes d'adressage, il n'y a pas la prédécrémentation, il n'y a pas la post-incrémentation. Il n'y a pas l'adressage avec deux registres, un registre de base et un registre d'annexe. Tout ça, c'est faisable, on le verra dans le programme CPM, il faut juste rajouter une ligne de code par-ci, par-là. Il faut faire en 2 instructions ce qu'ailleurs on en ferait en une. C'est pas un problème en soi. Bon, examinons d'abord les registres. Alors, on va retrouver une similitude énorme avec ARM V8, 32 registres. Là, contrairement à ARM qui a un registre de plus qui est le Zero Register, ici
le X0 s'appelle aussi alias 0 qui vaut toujours 0. On peut aussi écrire dedans la valeur est perdue. On verra dans quel cas ça va se produire. On a l'adresse de retour, donc on va sauter à l'adresse label. L'assembleur va calculer le déplacement, en positif et en négatif, et il va mettre, avant de sauter, il va mettre dans le registre RA, return address, l'adresse de l'instruction qui suit avant qu'on saute. Donc on va se call. Oui, là où ARM plutôt mettait les registres, c'était quand même dans l'ordre, les N10 premiers c'est des registres de paramètres, les 10 suivants grosso modo registres plutôt temporaires, les 10 suivants plutôt sauvegardés, plus les registres spéciaux. Là c'est un peu pêle-mêle, on s'en fiche parce qu'on n'utilise jamais X0 et X31, on travaille avec les alias. SP Stack Pointer. Alors justement l'avantage des architectures comme IBM, ARM et RISC-V, c'est que pour faire les sous-programmes et les sauts à des adresses absolues, on n'utilise pas la mémoire. Au préalable, l'assembleur aura mis dans le code un jump ou un call à une adresse, il aura mis le déplacement. Il aura mis dans le registre d'adresse le retour, on ne touche pas à la mémoire. Contrairement aux autres processeurs, à peu près tous les autres, que ce soit le VAX, que ce soit le PDP, je pense que ce soit AMD, Intel, Motorola, on fait un push. Avant de sauter, il va mettre sur la pile l'adresse de retour. Et avant de revenir, l'instruction return va dépiler l'adresse de retour et puis on branche dessus. Là, on n'utilise pas la mémoire pour ça, ça sera plus rapide. Alors on a notre stack pointer, notre global pointer, je ne l'ai pas utilisé. Ça c'est par exemple lorsqu'on va mettre une série de variables, on se met dans GP la première et après travailler avec de l'offset sur GP. Pourquoi pas? Moi je préfère avoir mes variables séparées et pour ce genre d'adressage, c'est quand on a des variables d'environnement. Variable de processus, va y accéder avec des décalages. Bon, pourquoi pas. Thread pointer, je ne l'ai pas utilisé. Un pointer vers une zone de stockage pour chaque thread. Je n'ai pas encore travaillé avec les sous-processus, donc j'ai pas trop l'habitude. Bon, on a un certain nombre de registres d'arguments dont la durée de vie, pour l'appelant, il disparaît après le retour, hein, une fois qu'on a exploité les résultats. Les registres temporaires, ils ont une durée de vie de quelques lignes de code, pas plus. On va s'en servir comme auxiliaire de calcul. Et les registres sauvegardés, c'est là qu'on va mettre des différentes variables en tant que registre pour aller plus vite, ne pas utiliser la mémoire et on est sûr que les sous-programmes ne vont pas y toucher. Ils vont les sauver avant s'ils les utilisent, à charge pour nous dans nos sous-programmes aussi de les sauver. Il y en a un qui est particulier, c'est le S0 qui peut être utilisé comme un pointeur de bas de pile. GCC l'utilise systématiquement quand il alloue une pile, il va positionner frame pointer plus bas que la pile active, la pile qui se réserve, une zone mémoire qui se réserve. Donc à peu près les mêmes registres qu'ARM V8 en 64 bits ou en 32 si on travaille en version 32. Mais bon, l'usage est totalement différent.
floating, pareil. Alors ARMv8 je crois aussi, 32 floating. Bon, l'usage est différent aussi. Et si c'est implémenté, je ne sais pas si dans QEMU avec Linux, là, ce que je vais utiliser, si c'est implémenté, pour l'instant j'y connais rien. Peut-être qu'un jour je me servirai de ces registres-là. Bon, donc Reduced Instruction Set Computer, pas des modes d'adressage simplifiés. Par contre, on va voir qu'il manque beaucoup de choses quand même, qu'il va falloir se débrouiller autrement. Alors allons-y. Alors, les alignements, c'est pour tout processeur, à commencer par le 68 000 déjà, pour lequel il fallait aligner pair, sinon il y avait une erreur de bus parce qu'on faisait quelque chose de bancal. Les modes 16 bits, ici dans cet assembleur là, Align 1, c'est un mode 16 bits. Align 2 c'est 2 fois 16 bits dans 32 bits, un Word pour le RISC 5 c'est 32 bits. Les opcodes sont sur 32 bits, quelle que soit l'architecture, je veux dire en version 32 64. Un D-Word à 64 bits, que ce soit un espace de 8 ou un D-Word qu'on va définir, il faut 3. Alors, jeu d'instruction. Alors j'ai mis deux couleurs. De base, ce qui est en vert, c'est ce qui existait en 32 bits et qui marche aussi pareil, mais en 64 bits pour les versions 64 bits. Et en rouge, ce qui a été rajouté spécifiquement pour en version 64 bits. Alors on va pas les voir tous parce que tous ne nous intéressent pas. Si on veut travailler en 64 bits, celui-là par exemple et celui-là ne nous intéresseront pas puisqu'ils restreignent à 32 bits des opérations qui se font naturellement en 64 bits. Alors qu'est-ce qu'on a? Opération arithmétique, donc nombre signé, addition entre registres, destination égale ça plus ça, ou destination égale ça plus une valeur immédiate 12 bits. Alors là-dedans, tous les immédiats dans ce processeur sont encodés en 12 bits dans l'opcode. Alors, qu'est-ce qui nous manque là-dedans? C'est donc nous avons les drapeaux traditionnels, le carry, le zero, le négatif. On n'a pas overflow. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tester s'il y a eu un débordement. Il n'y a pas de trap V comme sur 68 000 pour déclencher une exception et disons une interruption logicielle avec une routine interrupt service routine qui va récupérer l'anomalie parce qu'il n'y a pas de mécanisme du tout de débordement. Alors comment on s'en sort en fait? On réfléchit un peu. Et on se dit que si j'additionne cette valeur plus cette valeur-là, et que cette valeur-là est inférieure à celle-là, ou inférieure à celle-là, c'est qu'on a eu débordement. Donc là, c'est pour des nombres non signés. Si on prend des nombres signés, par exemple, qui sont positifs tous les deux, et là, je me retrouve avec un nombre négatif, c'est qu'on a encore débordé puisque le bit de poids le plus fort il est à 1, ça veut dire qu'on a été trop loin et s'il est à 1 ça veut dire negative value. Donc il faut se débrouiller pour faire du test pour voir la cohérence du résultat. Pareil pour multiplication, ce sont les deux opérations qui peuvent générer un débordement. Puisque en additionnant deux valeurs très grandes ou en multipliant deux valeurs assez grandes, on peut sortir de la capacité du registre de destination.
Ensuite, on a le et logique. Donc là, on est dans le et bit à bit sur 32 ou 64. Classique, comme sur tous les processeurs. On a des branchements sur condition. Si RS1 égale à RS2, on saute à label. On a, pour chacune de ces conditions, on a un pseudocode, par exemple celui-là. Il va simplement comparer RS1 à X0, qui vaut toujours 0. Et si RS1 vaut X0, alors on saute à label. Ça permet de tester qu'un seul registre et de sauter s'il est à 0. Pareil si l'équateur plus grand ou égal. Greater equal, là c'est plus grand ou égal que 0, puisque on ne donne qu'une valeur, l'autre c'est par défaut le registre 0 qui vaut 0, donc ça c'est encore un pseudo-code. Branchement si supérieur, si inférieur ou égal, avec leur variante toujours un registre, donc pseudo. Call c'est une pseudo-instruction aussi, qui va faire un jump and link à l'adresse, c'est-à-dire il va mettre dans le registre return address l'adresse de l'instruction suivante, puisque les instructions elles sont toutes sur 32 bits, et il va mettre dans programme code l'adresse, en fait le déplacement, combien il faut sauter en avant ou en arrière. Call RD, c'est la même chose, sauf que si on veut préserver RA ici sans le sauvegarder et qu'on a un autre registre de scratch register, on peut l'utiliser à condition bien sûr que le sous-programme ne le désigne pas, sinon c'est foutu. La division par défaut signée, puisque comme partout en arithmétique on utilise des nombres signés. Là toujours pareil, en 64 bits il va travailler sur 64. Et si on veut en architecture 64 travailler sur du 32, on va utiliser le Word toujours. Bon, je vois pas l'intérêt. Si on passe en 64 bits, on fait tout en 64 bits. Division non signée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va pas tenir compte du signe. Alors, si on divise par 0, qu'est-ce qui se passe? Un processeur à peu près évolué, il va y avoir une anomalie, il va y avoir un vecteur d'exception, une interruption logicielle qui va être déclenchée pour dire divide by zero exception. Ici il n'y a pas. On s'en sort très bien en testant la valeur par quoi on va diviser avant la division. Si c'est 0, à ce moment-là on ne fait pas la division. Sinon, bon, le RISC-V apparemment il met tous les bits à 1, c'est-à-dire que le résultat dans le registre destination sera moins 1. Si là je divise par 0, RD il aura tous les bits à 1, c'est-à-dire il vaut moins 1. Bon. Ou pas, ça dépend de l'implémentation. Alors, on verra tout ça plus loin, c'est que le RISC-V il donne toutes les spécifications, et quand tu construis ton chip, tu as la technologie, tu fais ton chip pour faire ta carte équivalent Arduino ou autre, ou Raspberry Pi en version RISC-V, tu implémentes ce que tu veux en fait. On verra plus tard que si on implémente tout, on va mettre le i, c'est-à-dire RV32i ou RV64i, ça veut dire implemented, c'est-à-dire tout implémenté, l'entier, le floating point, etc. Bon. Et d'une variante à l'autre, le résultat sera pas prédictible, donc
On vérifie avant de diviser. E-break, ça c'est appelle sortir et appeler GDB. Si on est dans GDB, tiens, il n'y a pas de dièse, pas grave. E-call, ça c'est notre service call, notre trap, appelle comme on veut, sachant que la fonction que l'on va utiliser se met dans le registre A7. Et on lance equal sans argument. Il va vous regardez en A7 qu'est-ce qu'il doit faire et les autres paramètres sont donnés en A0, le descripteur de fichier, A1 par exemple le message, A2 la longueur du message. Là c'est quand on écrit sur la sortie standard un message. Voilà. Fence, ce sont des points de synchronisation. C'est-à-dire qu'on va mettre des références croisées entre les threads et chacun, le précédent doit être arrivé au point de synchronisation avant qu'on ne continue, si j'ai bien compris, je sais pas trop mon truc. Arriver au point de synchronisation pour être sûr qu'après on va lire une valeur dans un registre, pour être sûr qu'on va pas lire une valeur qui n'est pas encore écrite. Je n'ai aucune expérience en multithreading, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça sont des variantes de jump inconditionnel. Donc, lequel j'utilise moi? Je pense que c'est des... En fait, jump and link, c'est avec le return. C'est pour faire un sous-programme et jump. Donc je fais un J, je mets le label et je saute. Ça c'est pour faire un sous-programme avec un return fin de sous-programme et cela pas utilisé. Load address, on va récupérer l'adresse. Alors toutes les adresses sont des déplacements en fait, puisque tout se fait relatif par rapport à la position actuelle du pointeur de programme. Ce qui fait qu'on a toujours un code relogeable. Où on le place en mémoire, ça marchera pareil, puisque tout est relatif. Load bytes. Bon, je vais charger... J'enregistre un octet qui a une adresse, celui que j'utilise moi bien souvent, c'est celui-là. Ça peut être du base index, la base offset, pardon, il n'y a pas base index, la base et l'offset, ça va lire successivement des cases mémoire. Je vais utiliser ces deux-là, ou LBU. Plutôt LBU d'ailleurs, parce que j'ai eu un quack dans mon, j'ai compris après, dans mon programme CPM avant de venir dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la valeur vaut 80x. Donc pour lui, 80x c'est négatif, c'est moins quelque chose, je sais pas. Et c'était tout faux, alors que c'était bien la valeur 80x, ça doit faire combien? 128, un truc comme ça? 256, je sais plus. Donc je me suis dépêché de tout mettre en LBU. Pardon. Donc là ils ont rajouté, puisque dans la version 34 bits, là quand même il faut dire qu'on charge. Ah oui, alors lorsqu'on charge un octet dans un registre de 64 bits, en fait on fait d'une extension, on charge les 8 octets de poids le plus faible, et puis ensuite ça fait une extension à 0 de tout le registre lorsqu'on est en non signé ou à extension de signe. C'est-à-dire s'il y a un 1, il va faire des 1 à 1 jusqu'au bit le poids le plus fort.
C'est pour ça que notre LBU, lui, va nous charger un octet dans le bas, c'est-à-dire bit 0 à bit 7. Et le reste, il va le mettre à 0. Load double, donc lui, il charge 64 bits de la mémoire dans le registre. Donc il charge tout ce qu'il trouve. De même, load half, donc là on a dit half word c'est 16 bits, donc bit 0 à 15 avec extension de signe ou avec extension de 0, le remplissage de 0 de bit 16 jusqu'au bit 63. Load immédiate, valeur dans un registre, donc là c'est un pseudo-code, une pseudo-instruction. Pour nous, quand on programme, on va dire je vais mettre dans le registre T2 la valeur 126. Lui, ce qu'il va faire en fait, il va faire une addition. La plupart des opérations sont faites avec l'opération de base addition. Il va simplement faire registre destination, virgule x0 qui est le registre 0, virgule, il y a même. Ça revient au même. Additionner 0 à la valeur, mettre le résultat de RD, qui fait qu'un LI en fait c'est une addition. L'addition il va la recycler à toutes les sauces. Load word, donc ça c'est pour charger 32 bits. Donc si on charge 32 bits, pareil, dans un registre de 64 bits, il va y avoir une extension de signe ou de 0. Move, c'est encore une pseudo-instruction. Moi, si je lui dis que je veux transférer le registre A6 dans le registre A4, lui, ce qu'il va faire, il va faire add A4 0 ou x0 virgule RS1. L'assembleur va me générer ça, c'est encore une addition. C'est-à-dire faire une addition de la valeur 0 plus du contenu du registre source 1 et va donc j'ai dit de A6. Il va prendre additionner la valeur de A6 avec 0 la mettre dans A4, ce qui revient à faire un move dans A4 A6. Voilà, c'est ce qui va générer une addition encore et encore et encore et tout ça. La multiplication, là aussi, c'est un truc qui va générer des débordements. Alors, ce qui est particulier, c'est que on est obligé de faire la multiplication deux fois, une fois en mul et une fois en mul H. Pourquoi? On a vu qu'il y a des processeurs qui travaillent avec des paires de registres comme IBM. On va mettre par exemple la partie basse, poids faible, dans le registre pair et la partie haute dans le registre impair qui suit immédiatement, je pense. Je me souviens plus exactement. Ici non, si on travaille à 32 bits, un mul va me mettre les bits 0,63 de la destination, il va me mettre le poids faible du résultat et le poids fort est perdu. Et pour récupérer le poids fort, on fait la même opération mais en mettant un H. À ce moment-là, on va récupérer. On va récupérer sur les bits 0 à 64 à 3 par exemple, on va récupérer 64 à 127. On récupère le poids fort de l'opération précédente. Pareil, si on multiplie deux nombres non signés et qu'on a un résultat signé négatif, c'est qu'il y a un problème, c'est encore un débordement. Bref. Alors il existe la version non signée, c'est pas des mathématiques, nous dirons les puristes. Quand il y a toujours un signe en mathématiques. Bon, bref.
La négation, RD égale moins RS. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une soustraction. Il va soustraire RS de registre 0 et mettre... donc on aura la valeur inversée, enfin négative si positive, positive si négative. Dans la plupart des processeurs, c'est une pseudo-instruction. Ici, ils ont choisi de l'encoder ADI, registre 0, registre 0,0. Okay. Note, c'est l'inversion de tous les bits du premier au dernier, c'est-à-dire si le A0 il vaut 1, si le 1 il vaut 0. On a le OU logique, c'est classique, on l'a sur tous les processeurs du monde. On a le modulo de Pascal, c'est-à-dire le reste de la division entière. De la division modulo, c'est une question d'appellation. Pascal, en Pascal, on va dire mode. On va avoir div, la division entière, et pour le reste, on va faire la même chose, mais mode, modulo, et on aura le reste. Return, c'est une pseudo-instruction. Il va faire un jump register ERA. C'est-à-dire, il va écraser la valeur du pointeur du PC programme counter, l'adresse de la prochaine à exécuter. Il va mettre ERA à la place, le contenu de ERA. Ce qui fait qu'on ressort à la ligne, à l'instruction suivante, celle d'avant le saut. Store byte. Alors là, c'est bizarre. Quand on fait comme moi, on met un octet qui vient d'un registre. Donc là, c'est de gauche à droite les stores, comme chez IBM et ARM. Toutes les instructions sont de droite à gauche, sauf le store, il est de gauche à droite. Donc si je veux stocker un octet à une adresse mémoire, il faut que je lui rajoute un registre temporaire au choix qui sert à faire les calculs de déplacement. Bon, comme ça. Store double, là c'est pour mettre directement 64 bits en mémoire, pareil. Le 7, j'ai pas compris. C'est-à-dire, on va avoir une série de 7 comme ça, et il va mettre à 1 ou à 0 un registre, ou une case, peut-être une case mémoire ou pas, je sais pas. En fonction d'une comparaison. Bon, moi je m'en sers pas. Store half, là on est sur du 16 bits. Donc on va extraire les bits 0 à 15 du registre et les balancer en même mémoire, donc sur 2 octets. Après on a les shifts. Shift left. Logical, c'est-à-dire on décale et on pousse dehors, on rentre des zéros, si c'est vers la gauche on rentre des zéros à droite et on perd ce qui sort à gauche. Pareil en immédiat. Bon, le 7 je laisse tomber. Là on a le shift right arithmétique. Arithmétique, c'est-à-dire qu'on rajoute le carré. Si on fait un décalage shift vers la droite, on fait rentrer le carré en bit 63 et on décale le reste et le bit 0 est perdu. Shift right logical, on n'utilise pas le carré, on rentre des 0 à gauche et les bits de poids faible sont perdus. Alors les shifts de combien? De 0 à n. Bon, 0 ça change rien, on va dire de 1 à n. On décale d'un à n cran vers la droite ou vers la gauche. Classique. Soustraction. RS1 moins RS2 donne RD.
pour économiser des instructions machines, pour que ça rentre dans le jeu d'instruction, il n'y a pas de subit. On va faire une addition avec une valeur négative, hein. C'est-à-dire si on veut soustraire 2 à un registre, au contenu d'un registre, on va additionner -2 au contenu du registre. Bon, comme ça. Store word, pareil, on retrouve toujours le mécanisme de registre temporaire à déclarer entre le T0 jusqu'à T6, lequel on veut. Tail, je l'utilise pas, et le ou exclusif. En virgule flottante, il y a il y a le choix des précisions, il y a des flags où je ne sais plus comment on fait, on va déclarer sur quelle précision on veut travailler, simple, double ou demi-précision. Il y a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la racine carrée. Normalement, il y a tout ça sous Linux, il faudra que je l'essaye, sous QEMU. Mais c'est toujours pareil, c'est selon l'implémentation. On n'est même pas obligé de trouver toutes ces instructions là. C'est pour ça qu'on a RV32i ou RV64i. Voilà, ça c'était la vidéo rapide sur notre jeu d'instruction. Alors, en fait, il y a des docs en ligne. Parmi les docs en ligne, on trouve ce manuel-là qui est vraiment très compliqué, qui explique tout dans les moindres détails. Il vaut mieux le lire à tête reposée jusqu'au bout. Après, il y a d'autres manuels. Il y a celui-là qui est déjà plus succinct. Les registres, l'adressage, les pseudos, enfin tout ce qui est instruction pour l'assemblage, etc. Et puis il y a les instructions machines. On a celui-là qui est pas mal. On commence à voir des formules. C'est plus clair que des longues phrases, hein. Il y a celui-là aussi qui est à peu près... c'est le même. Non, ça c'est un autre. Lui, il présente autrement, mais lui, il va plus se concentrer, il va préciser sur quel bit on agit. Donc moi, j'ai fait un condensé à peu près de tout ce qu'on voit là sur l'écran, les différentes choses, différents manuels pour faire mon condensé pour mon propre usage. Bon, demain je vais faire la suite, paramétrage de QEMU, lancement de Linux pour RISC-V, et puis bon, on va lancer le programme et étudier le code, et puis essayer GDB. Pour vérifier que ça marche bien comme sur les autres Linux qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors on va examiner la procédure de lancement. Maintenant c'est toujours à peu près la même chose, c'est QEMU. Derrière il y a Linux, donc forcément on va trouver des choses similaires. Donc ce coup-ci on va émuler un RISC 5 version 64 bits. SMP, j'ai 6 cœurs, donc je vais les utiliser.
Il s'agit d'une machine virtuelle, c'est le plus simple pour Linux. Virtuelle, c'est-à-dire qu'elle correspond à aucune machine physique précise. Mais on peut simuler différentes cartes de différents fabricants. Bon, là, ça m'intéresse pas. J'ai mis 4 gigaoctets de mémoire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un seul périphérique, une connexion Ethernet. On utilise PCI, le bus PCI. Et on démarre une image serveur préinstallée. Tout simplement. Alors allons-y. Alors la procédure pour le faire, il suffit de chercher QEMU et puis Linux, bien sûr, les procédures, les fichiers qu'il faut sont expliqués. J'ai rien inventé, je ne fais que les adapter, les utiliser. Ouais, c'est assez long. Bon, je me souviens plus trop par rapport aux autres d'émulation. Alors, j'avais pas trouvé particulièrement de doc pour savoir quel username et quel mot de passe taper, s'il y en avait un prédéfini. Là, j'avais essayé Ubuntu, mot de passe Ubuntu, et ça a marché. Il fallait juste changer le mot de passe. On prendra de son choix. De ce que j'avais fait, j'ai pas touché particulièrement au fichier image avant lancement. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai autorisé root, comme je fais à chaque fois, ce qui me permet de faire du SU direct sans mot de passe. D'accord. Ben, c'est tout simple. On enlève ce qu'il y a entre ce double point et ce double point là. Ce qui fait qu'on peut faire SU. Voilà, donc là je suis utilisateur Ubuntu avec mon mot de passe. Je suis bien sur une machine RISC-V 64 bits. Alors, bon, après on peut toujours reconfigurer la time zone. Je sais pas si j'ai dû le faire. Là, j'ai dû installer les locales, je crois, pour les avoir en français, comme on fait d'habitude.
Ouais, c'est vrai. Alors, je sais plus quelle est la syntaxe, c'est pas dpkg reconfigure. Bon, bref. Bon, en tout cas, il faut configurer tes data en cas de besoin et les locals. Et je me souviens plus de la commande, mais c'est pas grave. Donc, là, j'ai fait des tests d'abord pour voir comment que ça se passe. Voir en partant du C qu'est-ce qui me génère comme listing assembler. Et une fois que j'ai compris comment ça marche, j'ai réécrit entièrement. Je suis parti de la version ARMv8 de mon programme CPM et je l'ai réécrit assez rapidement. Voilà, on se retrouve à l'octet près le fichier d'origine. Alors, aujourd'hui, oui, je fais cette vidéo en plusieurs fois. On va examiner toujours le même programme qu'on a vu en version 68000, en version ARM, en version IBM. Maintenant en version RISC-V. Alors je suis parti d'un programme de test en C, j'ai regardé ce que le compilateur GCC me sortait. Bon, .file c'est optionnel, c'est le nom du fichier. Option PIC Position Independent Code, de toute façon tout est en relatif par rapport à la position courante, je ne sais pas si c'est vraiment utile. L'architecture, je pense que ça c'est important, il faut quand même lui dire qu'on a RV64i, 64 bits tout implémenté. Après, bon, il rajoute des options que je ne connais pas. Si par exemple que Fence est implémenté sur ce système. Bon. Important aussi, la pile doit être alignée à 16. On verra par la suite que je respecte pas ces contraintes et cette contrainte et que ça marche tout aussi bien. Voilà, alors le début c'est toujours le même. Les définitions des paramètres principaux, ça c'est la géométrie de la disquette. J'ai défini deux macros push et pop comme toujours. Push en décrément de 8 le pointeur de pile et on fait un store double du registre à l'adresse pointée par le stack pointer. Pop, on fait le contraire, on fait un load double dans un registre de ce qu'on a mis dans le pointeur de ce qui est pointé par le pointeur de pile et on remonte de 8. Pour la suite, bon, moi je suis toujours habitué à travailler en majuscule surtout, sauf bon les
comment dire, les noms des bibliothèques, enfin des routines, des programmes de la glibc qui sont par défaut minuscules, puisque c'est en principe on fait tout en minuscules. Bon, okay. Pour les registres, ça marche pas si on les met en majuscules. Voilà, ça va faire un truc bizarre. Ça va faire que mes registres ils sont minuscules. Bon. Alors, mon string commande, rien de nouveau, on l'a déjà revu une fois. Commande c'est un ASCII 0. On lui dit quelle commande voulez-vous passer. Donc on met dans A0 l'adresse de la chaîne du message commande et on appelle printf pour l'afficher sur l'écran. Jusque là rien ne changé. Load word dans un registre temporaire T0 first get char, on a vu aussi que c'est un flag qu'on initialise à 1, first get char. First get char. Voilà, on initialise à 1. Et après, une fois qu'on a vidé le tampon de clavier, on le passera à 0 pour dire que bon, c'est la continuité, on n'est plus en initialisation de programme. Alors, si T0 n'est pas égal à 0, donc là on a une pseudo-instruction, il va faire BNE pardon, T0,0,getchar. On va lancer getchar, on va mettre le 0A, c'est le retour au chariot, c'est la touche entrée. Si le A0, donc oui, ce que j'ai pas assez détaillé, c'est que les arguments, bon, logique. Premier argument c'est A0, deuxième A1, etc. Premier retour à 0, éventuellement deuxième retour à 1. Donc getchar, la touche tapée, elle va me revenir dans A0. Si n'est pas égal à fin de ligne, alors en boucle. Pour vider le tampon. Ensuite on va dans getchar, on va mettre 0, c'est-à-dire en fait on copie le contenu du registre 0 qui vaut 0 dans first getchar et on se sert d'un registre temporaire pour faire le calcul. Et on appelle getchar, on lit le caractère suivant. Alors qu'est-ce qu'on a en T0? On a toujours une fin de ligne. Donc si A0 égale fin de ligne, on a un getchar. Une fin de ligne, il faut encore lire le caractère suivant. Est-ce que c'est la touche 1 numérique? Sinon, on passe par-dessus. Si oui, c'est formatage. Si c'est 2, ça va dans read directory. Si c'est 3, ça va toujours pareil. On va lire le nom du fichier à extraire et on va en même temps, on va le stocker une fois en tant que fichier .extension nul et une fois avec des espaces, 8 espaces pour le nom du fichier et 3 espaces pour le nom de l'extension qu'on va venir renseigner en même temps.
Alors ça, je l'ai déjà longuement détaillé. Au niveau risque 5, là, il n'y a pas trop de... Ici, on fait un store byte, mais on n'a pas besoin d'un registre temporaire, puisque là, on passe en base, on passe en adresse base déplacement, en adressage base déplacement. Ça revient à 0 de S1. Donc là, on peut faire direct du store byte, on n'a pas besoin de rajouter un registre temporaire. On décrémente S2, on incrémente S1. Après, bon, il y a la conversion en majuscule des noms de fichiers, puisque pour CPM, les minuscules n'existent pas. Lorsqu'on a un point, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrémenter un pointeur, ici par exemple. Mettre dans S4 un space. Et faire un store de bytes, donc de l'espace, dans l'octet pointé par S1. Bon, il n'y a pas grand chose de nouveau. Là, ce sont mes routines, pareil, création de CPM disque.bin, va avoir lire, écrire, fermer. Alors là, j'ai pratiquement recopié, alors j'ai tout recopié de la version ARMv8, on va le voir dans certains commentaires, ça ressort, sans trop me poser de questions, en changeant juste les numéros de registre. Et ça marche très bien. Ce qui est nouveau, là, on verra, c'est que j'ai entièrement arrêté d'utiliser la multiplication et la division, parce que de toute façon, tout ce que je multiplie ou je divise, c'est par des multiples de 2, donc il suffit de faire des décalages vers la gauche pour multiplier ou des décalages vers la droite pour diviser. Rien de plus simple, donc j'utilise même pas mul. Donc là, comme je disais, je fais un push de mon adresse de retour et un pop, ça passe. Parce que là, en fait, je suis aligné que de 8, ça passe quand même. Pourquoi je fais un push d'adresse de retour? Parce que je fais un call. Et le call, lui, va mettre dans l'adresse de retour, RA, l'adresse de cette instruction-là. Donc, si je sauvegarde pas mon RA, au return va planter. On va même à la limite revenir là et va boucler là-dessus. Sur SD. On va boucler sur SD, on va revenir jusque là et reboucler sur SD. D'accord. Donc avant de partir, il faut restaurer notre registre de retour qui lui va pointer sur l'adresse immédiatement suivant le sous-programme ou le programme principal qui est appelé Create Disk Image. Voilà. Il n'y a rien d'autre à expliquer là-dessus. On les a déjà revus une fois. Toujours pareil, nombre d'éléments à écrire. Donc là, je vais faire un push d'un registre sauvegardé puisque je vais l'utiliser. Il faut que je l'ai restauré, l'ordre inverse bien sûr, avant de rendre la main. Je sauvegarde dans S0 A2 qui est le nombre d'éléments à écrire parce que au retour A2 je sais pas trop ce qu'il vaut. Je considère qu'il est scratché. Ah non, oui.
A2 est scratché, A0 me donne le nombre d'éléments écrits. Je compare que, bon ici ça va être un élément de toute façon. Je compare qu'on a bien écrit autant d'éléments qu'on devait écrire. Si oui, on sort. Sinon, message 4 en A0, en A1, le nom du fichier, printf. Pourquoi A0, A1? Donc là, le message 4. Message 4, il y a un %S. Donc je mets dans A0 message 4 et dans A1 l'adresse du nom de fichier. Si on peut aller jusqu'à 7% quelque chose, comme ça on a A0 le message, on a le premier argument imprimé, A2, A3 jusqu'à A7 le sixième argument imprimé. Et ça marche comme ça, notre printf, je l'ai testé, il fonctionne. Ouais, il faut que je retombe maintenant sur... Oui, disk image, bon, il n'y a pas grand chose, toujours la même. On a sauvé nombre d'éléments, on le compare au retour qu'on a bien lu le nombre d'éléments qu'il faut. Position disk image, close disk image. Donc pour formater le disque, bon bah j'utilise S0. Pourquoi? Parce que je fais un call de write disk image, donc il me faut, je suppose que write disk image, il me flingue tous les registres A et tous les registres T, ce qui est la norme. Donc je m'utilise le premier registre sauvegardé que je vais restaurer à la fin. Number of direct entries, en A0 le directory, en A1 la taille, en A2 nombre d'éléments 1, et j'écris tout de suite les 128 entrées de répertoire. Ok. Je décrémente S0. Non, c'est entrée de répertoire par entrée de répertoire, pardon. Donc on va boucler 128 fois comme ça. Donc directory size. Ensuite, j'initialise à E5 tous mes blocs de données. On retrouve toujours addition immédiate avec un nombre négatif de 1 pour décrémenter. Open disk image read directory. Donc là j'utilise pas mal de registres. Vu qu'il y a des sous-programmes, bah, j'utilise des registres S. Donc on va lire toutes les 128 entrées de répertoire d'un coup en mémoire. Après j'initialise à 0, S0 et S1, block counter et sector counter. Ça va me permettre de dire à la fin nombre de blocs alloués, nombre de secteurs alloués. Voilà, on va nombre de secteurs, après on a un nombre de blocs total alloués et nombre de secteurs alloués. Alors, donc là on va en retrouver en commentaire des gros morceaux
d'instructions ARM V8, ça m'a permis de comparer, d'aller plus vite. Par moment, plutôt que de voir en détail ce que mon programme fait, quelle est la logique, et pour aller plus vite, j'ai essayé simplement de remplacer par exemple MD4 par S5. S5, ça va être notre registre d'index dans la FAT, alors que S4, ça va être le S4, c'est quoi déjà? C'est le pointeur, c'est le registre de base. Non, même pas. Enfin, bref. Voilà, donc tout ça c'est du c'est de l'ARM V8. Alors là par exemple on a besoin de... On a S2... on a besoin d'un adressage base index. De S2 de S5. Donc S2... Ouais, alors, S2, S5, à mon avis, S2 c'est le registre de base et S5 le registre d'index. Je ne sais plus où on était là. Donc comme j'arrive pas à faire, il n'y a pas base index, on est obligé d'additionner les deux adresses et de faire de l'index de base déplacement avec un 0 toujours qu'on met pas. Alors après pour les divisions, on utilise décalage vers la droite, 3 crans on divise par 8. Là pareil, il me faut adresser S3 à 2. Donc je suis obligé de mettre une addition dans un registre temporaire. Registre temporaire ou un autre, mais les temporaires c'est fait pour ça. On va les oublier très vite quelques lignes après. Bon, ici T0 il a deux utilisations. Alors S0 donc j'en ai dit block counter. Après il y a les créations de fichiers de sortie pour l'exportation. Donc là on est dans un... Bon, c'est un peu bancal. Là il y a 4 registres qui sont communs à export bloc et à fetch file qui appelle export bloc. Il aurait fallu utiliser des arguments, des registres d'arguments A0 à A7. Mais bon, ça fonctionnait comme ça dans l'ARM. Et peut-être avant. C'est pas une très bonne programmation, c'est un exemple de ce qu'il faut pas faire en fait. Mais bon, là je me remets que ces quatre registres, quel est leur sens, et on va les retrouver, les 4 premiers pour fetch file qui va appeler export block. Il va y avoir 3 registres en plus. C'est pour ça que je les sauvegarde pas. Je fais pas de push de ces registres là, puisque je suppose qu'ils ne seront plus utilisés après, puisque après fetch file j'utiliserai plus ces registres qui sont censés être sauvegardés qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'il y a autre artifice là-dedans?
Là par exemple, si je veux avoir le nombre de secteurs à tronquer, au lieu de multiplier le nombre d'octets, il y a un secteur, c'est 128 octets, ben on fait un shift logical left du nombre de secteurs lus. 7, ça veut dire qu'on a multiplié par 128. De même que il y a quelque part, je multiplie par plus que ça. Ah oui, ça je l'utilise là aussi, au lieu de multiplier par 2048. Ben je décale à 0, c'est le numéro de bloc. Je le décale de 11 crans vers la gauche en faisant rentrer des zéros par la droite. Ça revient à multiplier par 2048. Après le reste c'est classique. Hein. Je recopie en source. Je le compile. On va faire en GDB. Alors là avec GDB, bon j'ai fait un layout très simple. On va faire un quit. Très simple, split et registre. Je lui dis que je veux couper en deux verticalement et que je veux mettre les registres. Donc, mais là je m'aperçois après, si on regarde bien, qu'il y a un problème d'affichage et j'ai pas forcément tous les registres. On va faire les steps. Donc là il n'y a que deux registres qui vont évoluer, le stack pointer et puis le pointeur de programme, c'est normal puisqu'on fait des push. On descend à chaque fois de 8. On va faire un next. Step. Next. Step. Par exemple là on met en A0 l'adresse du dir buffer. Step en A2 on met 1. Alors il est où notre A2? Il est là, donc il va changer. Read this command, je vais faire un X pour pas entrer dedans. Step. Voilà. Donc on a eu un morceau quelque part. Parce que ça c'est le deuxième fichier, donc on a perdu, ça s'est mélangé. Bref, là comme j'ai fait un X, je saute par-dessus tout, il a été jusqu'au bout. Voilà.
Ah oui, mon programme test c'était quoi à l'origine? Programme très court. Et ça m'a donné quoi en sortie? Voilà. Voilà ce que le compilateur génère, ce qui m'a permis de voir ce qu'il fait, mais ça c'est classique. Les macros, elles sont pas du compilateur, hein, c'est moi qui les ai rajoutées, je pense. Ouais, j'ai dû commencer à le bricoler. Pushera, Popera. Donc c'est de ce qui est généré par le compilateur, mais que j'ai modifié après. Voilà. Je vais mettre en ligne, puis s'il y a des questions, on va développer telle ou telle chose par la suite.